Bienvenue sur votre chaîne Psychologie Motion Culture. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Florence Coteau, praticienne en psychothérapie et en PNL. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et surtout laissez-moi vos commentaires. Retrouvez-moi également sur Instagram, j'ai vraiment hâte de vous lire. Je fais juste une petite parenthèse ici. Si vous venez d'arriver sur Psychologie Motion Culture, je vous conseille, avant d'écouter cet épisode, d'aller sur le précédent qui s'appelle Témoignage d'Astrid, premier volet. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de cette histoire et moi, il me semble qu'il est plus logique d'écouter l'épisode 1 avant le second. Comme promis, donc, on va retrouver Astrid pour parler de ses relations amoureuses. Alors, j'ai fait ce second volet sur ce sujet parce que vous allez voir au fil de son histoire que sa vie sentimentale est liée à l'image d'obèse autour de laquelle elle s'est construite depuis l'enfance. Comme lors du premier épisode, lorsque je vous donne mon analyse, mes interventions sont encadrées par cette sonnerie. Retrouvons tout de suite Astrid. Et puis il est revenu, quoi. Il est de nouveau revenu. Il est encore là. J'ai tout fait pour que ça n'arrive pas et de nouveau mon ex est venu chez moi. Quand on s'est rencontrés, j'avais 24 ans. À l'époque, je pesais 78 kilos parce que je venais juste de terminer mes études. Les fiestas se sont enchaînées. Du coup, j'avais pris beaucoup de poids. Lorsqu'Astrid s'est présentée dans le précédent épisode, elle disait être entrée dans l'obésité aux alentours de 20 ans. Mais on voit qu'à 24 ans, après avoir pris beaucoup de poids, comme elle le dit, elle est montée à 78 kilos. Or, 1m69 pour 78 kg, ce n'est pas d'obésité. Alors évidemment, c'est de la surcharge pondérale par contre, c'est certain. Mais là encore, on se rend compte que son image d'elle-même est totalement faussée. Elle est entrée dans l'obésité, ça c'est sûr, mais après 24 ans. Alors qu'elle est persuadée d'y être entrée depuis bien avant. J'étais en couple avec un homme très sportif, sans problème de poids. Notre histoire a duré 10 ans. C'était une relation longue. On avait même acheté une maison ensemble. Dès le début, notre relation était bizarre, mais moi je me disais qu'il était quelqu'un de bien. Sa personnalité m'attirait. Au départ, on se voyait les week-ends. Et quasiment à la fin de chaque week-end, chaque dimanche, il me disait qu'il me quittait. Et en fait, il était là le lundi. Moi, je tombais dans le panneau à chaque fois. Il trouvait toujours une bonne raison de me quitter. Il me disait qu'il allait me faire du mal. Et il avait raison. Psychiquement, c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup de mal. Si j'allais bien, il faisait en sorte que j'aille mal. Mon ex est sujet à la dépression saisonnière. Parce que sa mère et sa sœur sont décédées dans la même période de l'année. Moi, quand je l'ai connu, il était au plus bas et en fait, il allait vers l'alcoolisme. Moi, j'ai le rôle de la personne qui écoute. J'ai toujours été là pour l'aider et pour le soutenir. Je pense qu'il attendait de moi que je sois sa sauveuse. J'ai essayé de faire au mieux, mais je pense que finalement, c'était pas ce que moi j'attendais de cette relation. C'était bizarre parce que il était rassuré quand j'étais grosse. Il pensait que si je perdais du poids, j'allais le quitter. À un moment donné, après avoir pris 12 kilos, j'ai réussi à en perdre une dizaine. J'étais vraiment contente et vraiment fière de moi. Tant que ça se voyait pas, tout allait bien. Mais quand les gens ont commencé à me faire des compliments, il a commencé à me dire d'arrêter de maigrir. Il me disait de finir mon assiette et moi j'obéissais. Il avait beaucoup de violence verbale envers moi. Il me traitait de pute quand j'étais plus mince. Une fois, il a cassé la vaisselle, il était prêt à me frapper et mon chien est venu le mordre. Heureusement, parce que c'est ça qui l'a stoppé. Ça s'est jamais reproduit après. Après m'avoir insulté, il m'offrait des fleurs. C'est une technique qui a vraiment bien marché pendant 10 ans. J'acceptais pas qu'il veuille me faire grossir, mais il me disait que si j'étais mince, j'allais le quitter et que si je le quittais, il allait se suicider. Alors il m'obligeait à manger. Il achetait des trucs gras et en très grande quantité avec des dates courtes. Et c'était... En fait, il achetait ça pour que je me remplisse. D'ailleurs, il me le disait. Il me disait genre, c'est pas moi qui vais manger ça, c'est pour toi. Faut que tu le manges. Il me disait ça et quand j'étais frustrée, je me disais, on va quand même pas acheter tout ça. Je sais pas combien de fois c'est arrivé que je me retrouve à manger seule les soirs dans mon coin pendant qu'il passait une bonne soirée avec des amis dans une autre pièce dans la maison. Moi, je devais rester seule pour manger encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et en fait, c'est horrible de dire ça. Je mangeais, je me remplissais, seule.
Je reconnais que parfois il m'arrivait aussi d'acheter des choses que j'engloutissais quand il n'était pas là. L'hyperphagie, c'était, je sais pas, c'était mon exutoire. Mon ex s'est comporté comme un dealer de nourriture. Plus il m'en apportait, plus je mangeais. Plus je mangeais, plus je grossissais. Plus je grossissais, plus ça le sécurisait. Quelque part, quand j'y pense, je pense que j'étais d'accord pour qu'il se sente en sécurité. J'étais totalement sous son emprise. Si je passais, par exemple, une soirée avec des gens qu'il ne connaissait pas, il m'insultait à mon retour. Pour lui, je ne devais faire venir personne à la maison. En vrai, j'ai pas vraiment envie d'y penser parce que c'est pas flatteur. Je me suis fait manipuler pendant 10 ans et puis j'ai rien vu. Il me disait de manger, moi je mangeais. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû me mettre des claques. Quand j'envisageais de le quitter, il me disait « Si tu pars, je vais me suicider ». Même si je lui disais pas, il sentait que je voulais partir. Une fois, je suis revenue du travail plus tôt que prévu et au moment où je suis rentrée dans la maison, il passait une corde dans la cage d'escalier. Il voulait se pendre. Il était hystérique, il hurlait. Il me disait d'appeler les flics, qu'il allait se tuer, qu'il allait me faire du mal. Il a hurlé dans la maison, je sais pas pendant combien d'heures, pendant plusieurs heures, ça c'est sûr, et puis il s'est calmé. J'ai refoulé ça. Je me disais que c'était pas grave. Il parlait de suicide depuis tellement longtemps, il en parlait tout le temps. J'ai refoulé tellement de choses. J'ai refoulé tellement de choses horribles. Ça faisait 1 an qu'on était séparés quand des souvenirs terribles sont remontés. Tout m'est revenu dans les détails. Tout d'un coup, je me suis souvenu qu'il m'a violée à plusieurs reprises, la plupart du temps quand je dormais. Il me disait que je le tapais la nuit pendant mon sommeil lorsqu'il s'approchait de moi. Mon corps essayait de se défendre et moi je m'en rendais même pas compte. J'étais juste très mal le matin quand je me réveillais. Je pense que c'était aussi des viols quand j'étais réveillée, qu'il avait envie d'un rapport et pas moi. Mais qu'il insistait tellement que finalement, je finissais par céder à contre-cœur. Pour lui, c'était normal. Quand il avait envie, je devais être dispo. Le pire, c'est qu'il n'a pas été ma seule relation toxique. Quand je suis venue ici, c'était pour mes études, c'est clair, mais pas que. Je voulais aussi quitter mon copain du moment. D'ailleurs, je me rappelais bien du jour où j'ai fait ma valise pour partir de chez lui. Et puis je sais pas trop, c'était flou ce moment où je partais. Et tout à coup, je me suis souvenu. Je me suis souvenu que je me suis rhabillée. Ce trou noir, ce moment flou, j'y pensais pas jusqu'à l'année dernière, où tout m'a pété à la gueule finalement. Il m'a violée lui aussi. Et vous savez quoi ? Il m'a demandé en mariage juste après, un peu comme si ça allait excuser ou gommer ce qu'il venait de me faire. Fallait vraiment que je parte. J'ai quitté la région très rapidement. J'ai fui. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai pas porté plainte pour ces viols. Je n'en ai parlé à personne. J'en ai pas parlé à ma famille. Qu'est-ce que ça aurait changé, qu'ils le sachent ? J'aurais pas été moins violée. Quand ces horribles souvenirs sont remontés, des trucs que j'avais totalement refoulés, j'étais vraiment très mal. Je savais pas quoi en faire finalement, et donc je suis allée voir ma généraliste, qui m'a orientée vers une psychiatre et une psychologue. C'est à cette période que j'ai mangé compulsivement, jusqu'à prendre 20 kilos en 1 mois. C'est horrible. Ensuite, je m'en sortais pas, donc j'ai été hospitalisée en psychiatrie pour un syndrome post-traumatique et une dépression sévère. Ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. Je pense en être sortie. J'ai arrêté ma thérapie, mais je suis toujours sous traitement, le même que ma sœur. J'ai continué à grossir et j'ai pris 20 autres kilos supplémentaires. Nos amis communs, à mon ex et à moi, savent que je me suis retrouvée à l'hôpital à cause de ce que j'avais refoulé de notre vie commune. Lui aussi il sait. Il en est bien conscient, et d'ailleurs il en est tellement conscient qu'un jour il m'a dit « Ah, t'es en colère après moi à cause de tout ce que je t'ai fait ?» La personnalité de l'ex-compagnon d'Astrid est parfaitement décrite comme celle d'un pervers narcissique. Ce terme est très à la mode ces derniers temps et bien souvent mal utilisé. Je pense que je ferai toute une publication sur les pervers narcissiques parce qu'il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, nous sommes là pour laisser parler Astrid. Je vais simplement faire une petite mise au point. Dans cette histoire, il est intéressant de voir le mécanisme qu'emploie l'ex-compagnon d'Astrid. Il minimise ses actes pour les rendre acceptables, comme elle peut le faire elle aussi d'ailleurs vis-à-vis de son collègue indélicat ou de sa mère. Pour son ex, elle ne serait qu'en colère après des séries de viols, des menaces en tout genre et des chantages au suicide. Finalement, après tout ce qu'il lui a fait subir pendant 10 ans. Bien sûr, c'est un terme totalement inapproprié par rapport aux dégâts qu'il a causés.
Il s'exprime un peu comme s'il était un petit enfant turbulent qui comprend et qui accepte la colère d'un de ses parents envers lui parce qu'il aurait fait une grosse bêtise. À aucun moment, il ne va exprimer de regret. Ça ne lui est pas accessible. On se rend compte qu'il est installé dans une grande immaturité affective. En ce qui concerne les relations toxiques dont parle Astrid, son premier compagnon, puis le second, on peut se demander si elle ne pourrait pas ajouter sa relation à sa mère à la liste. Sa mère, la première grossophobe de sa vie, celle qui contrôle tout, qui voit tout, qui se met au régime dès qu'elle prend 200 grammes, mais qui ne voit rien lorsque sa fille perd ou prend des kilos par dizaines. Mes amis savent tout ça, mais ça n'empêche pas qu'ils leur donnent mes coordonnées. L'une d'elles m'a même dit « Je lui ai donné ton numéro parce qu'il ne voulait pas partir de chez moi. » Elle se sentait totalement bloquée. Je la comprends. Personne ne peut l'arrêter. Il ne fait pas de mal physiquement. Il fait pression, mais alors par contre, il a fait vraiment la pression. Les personnes qui lui disent d'arrêter, il ne les côtoie plus. Il suffirait donc que ce monsieur soit convaincu que ce soit vraiment non pour qu'il cesse son harcèlement. Astrid a la solution, elle la formule même très clairement, mais finalement, elle est toujours sous l'emprise de son ex-compagnon. C'est exactement le principe de la relation entre un pervers narcissique et sa proie. La proie est comme envoûtée. Elle est consciente que la relation est toxique. On se rend bien compte qu'Astrid veut sortir de cette relation, que cette relation lui nuit, mais elle est dans l'incapacité de vivre sans cet envoûtement. Elle a peur quelque part que cette relation cesse. C'est peut-être aussi ce qui donne à Astrid la volonté de vouloir rester éloignée de sa famille. En s'isolant, peut-être qu'elle veut protéger cette relation du jugement de ses proches. Avec mon ex, la séparation a été compliquée. Il me faisait du chantage au suicide. Ce qui a motivé mon départ, c'est un tout. À ce moment-là, j'avais pas encore conscientisé que j'avais été violée. J'avais vraiment tout refoulé. Et puis un jour, il m'a simplement dit « Je te libère, on se sépare. » Sur le coup, j'en ai pleuré de soulagement. Il a quand même mis 3 mois pour partir. Qu'est-ce que c'était long. Les apparts qu'il trouvait n'étaient jamais assez bien pour lui. Il attendait, je voyais bien qu'il attendait. Mais en fait, il a attendu quoi? Il a attendu de savoir où j'avais acheté ma maison pour trouver son logement. Évidemment, il l'a pris à côté de chez moi. Il a fallu évidemment vendre notre maison. Nous la faisions visiter l'un comme l'autre. Pour ça, il avait conservé une clé. Une fois, il m'a dit qu'il était rentré chez moi et qu'il avait reniflé mes sous-vêtements. J'ai commencé à avoir peur. Il a manipulé mes parents. Mais mes parents l'adorent. Ma mère n'a pas compris notre séparation. J'ai inventé des bobards pour elle. Je voulais pas lui dire tout ce qui s'était passé. De toute façon, pour elle, ça aurait été ma faute. Pour mes parents, j'avais beaucoup de chance de l'avoir. Pour eux, en fait, ils disaient qu'il était original. J'ai été obligée de leur dire que nous nous sommes séparés parce que je voulais un enfant et pas lui. C'est vraiment n'importe quoi. Je vois bien qu'il manipule nos amis communs. Il les manipule pour qu'ils me mettent la pression. Et puis ça marche. Il est allé les voir et leur a dit que je ne laissais pas voir mon chien, alors que quand on était ensemble, il s'en est jamais occupé. Il est toujours là. Il m'envoie toujours des messages. Il passe par nos amis communs pour avoir de mes nouvelles. Il y a quelques semaines, il a même postulé dans ma société. Et depuis ça, je pense à démissionner. C'est un gros stress pour moi. Il y a un soir, j'ai mangé plein de cochonneries pendant que je faisais mes comptes pour voir comment je vais pouvoir faire financièrement si je quitte mon boulot. J'envisage de reprendre l'intérim comme je faisais avant. Moi, j'aime bouger et rencontrer des gens. En réalité, j'ai pas du tout envie de quitter mon boulot, mais moi, j'envisage pas de travailler avec lui et de l'avoir au quotidien. J'ai réussi à le tenir à distance malgré qu'il soit très insistant pendant finalement un bon moment, mais des amis communs se sont mêlés de notre séparation. Il y a toujours quelqu'un qui se mêle de notre séparation et qui est son porte-parole finalement. Il y a quelques semaines, j'ai une copine qui m'a dit que je devais absolument le laisser voir mon chien. Et finalement, j'ai cédé. Il est venu le chercher un vendredi. Je me disais que j'avais très envie de prendre mon chien et de me barrer. J'avais envie de lui poser un lapin. C'est du harcèlement, je le sais, mais je porterai pas plainte. Et ça, je le sais aussi. Un jour, avant qu'il vienne récupérer mon chien, j'ai eu une angine. Quand il est passé la semaine suivante pour le récupérer, de nouveau une angine. C'est parlant. J'arrive pas à lui dire que ça me dérange vraiment qu'il vienne. Je suis bloquée. La dernière fois qu'il est venu le récupérer, carrément il est rentré dans la maison, parce qu'il faisait froid.
Et puis une autre fois, on était sur le parking. Il a amené un ami commun avec lui, mais je me suis sentie obligée de communiquer. J'étais dans un traquenard. Mon ex n'a parlé que de nous deux. Je disais à notre ami, tu dois t'ennuyer de n'entendre parler que de nous. J'essayais de l'inclure dans la conversation, mais ça n'a pas fonctionné. Finalement, j'ai coupé court. Sinon, il aurait parlé pendant 3 heures sur le parking. Depuis qu'il a refait surface dans ma vie, dans mon assiette, c'est plutôt instable. Il y a eu des moments très compliqués à vivre. Je sens bien que je replonge dans l'hyperphagie. Ce qui est horrible, c'est qu'il essaye de mettre un rythme de visite en place. Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'il essaye de mettre cette routine en place, je me mets à déconner niveau nourriture. J'essaie de trouver un côté positif à ces intrusions dans ma vie. Je me dis que mon chien est content de le voir. C'est sûr, parce qu'il lui saute dans les bras à chaque fois qu'il vient. C'est déjà ça. Il m'arrive de lui dire que je le balade tous les jours et qu'il n'a pas besoin de venir. Mais il insiste tellement, et du coup je cède. Tant que je cède pas, il m'envoie des messages tous les jours. Je me sens en sécurité. Enfin, je suis pas totalement en insécurité. Disons que je tiens mes portes fermées à clé. Ça va. Honnêtement, je suis pas vraiment en sécurité quand même. Je sais que sa proximité géographique, la pression qu'il fait peser sur moi et mes crises hyperphagie sont intimement liées. Je me réfugie à nouveau dans cette prise de nourriture que je pensais avoir réussi à maîtriser plus ou moins. J'avais vraiment réussi à me stabiliser niveau poids. Et là, je sens bien que le compteur est reparti à la hausse. C'est très clair parce qu'avant de savoir que j'allais de nouveau être confrontée à sa présence, ma dernière crise hyperphagie remontait à plusieurs mois. Moi, je me canalisais bien avec le sexe. Je remplaçais ces crises par des rencontres brèves. Ce rythme me convenait très bien, j'étais stable. C'est la première fois que je rencontrais autant d'hommes en une année. J'avais retrouvé ma liberté, j'avais envie de profiter de ça. Je m'étais délestée d'une personne encombrante. J'avais envie de faire un peu ce que je veux, finalement. Il y a 1 an, souvenez-vous, Astrid a conscientisé qu'elle a été victime de plusieurs viols au cours de ces dernières années et d'autres agressions de la part de son ex et de son précédent compagnon. Elle a été hospitalisée en service psychiatrique pour troubles post-traumatiques et dépression sévère à cause de cela. Depuis, elle a interrompu sa thérapie. Il me semble qu'elle n'a pas réglé le traumatisme lié à ces viols. Il est possible qu'elle essaie de déplacer sa dépendance à la nourriture sur une autre dépendance, celle au sexe. Ou peut-être simplement a-t-elle adopté le comportement dont son ex-compagnon avait tellement peur si elle maigrissait. Je pense plutôt qu'elle essaye de se réapproprier son corps profané et de transformer des années de relations sexuelles non consenties, des années de viol, à travers des relations sexuelles courtes qui n'engagent pas l'affect et pour lesquelles elle décide qui, elle décide quand. C'est sa façon de reprendre la maîtrise de son corps. Depuis qu'il est réapparu, je ne sors plus. Je vis au rythme de ses messages, de ses intrusions forcées chez moi. Mes crises d'hyperphagie, je dirais que c'est un anesthésiant. C'est dire pas avec 1 kilo de pâtes. C'est pour plus penser à rien. Je mange au point d'avoir mal au ventre. Je me fais mal. Pour me débarrasser de lui, faudrait que je lâche mon boulot, mes amis, que je déménage, que je ferme mes réseaux sociaux, que j'en parle pas, même pas à ma famille, que je disparaisse. Moi, je me sens pas de faire ça. Et puis, je suis contente d'avoir acheté ma maison, c'est mon chez-moi. Je pense que l'obésité est un symptôme parce que quand quelque chose ne va pas dans ma vie, je mange. Mon obésité reflète mes émotions. Et en ce moment, ça ne va plus. Je mange, je ne sors plus, je vis dans l'attente de devoir subir la présence de mon ex. Et je dois l'avouer, j'ai peur. J'arrête ici l'histoire d'Astrid, j'espère qu'elle vous a inspiré. Je publierai dans quelque temps un épisode sur le profil du pervers narcissique et probablement un autre sur le refoulement. N'oubliez pas de vous abonner à Psychologie Motion Culture pour suivre tous les témoignages qui vont suivre, à liker et surtout donnez-moi votre avis. Comme je vous l'ai dit, Psychologie Motion Culture est votre toute nouvelle chaîne interactive. J'attends avec impatience vos réactions, vos idées, vos suggestions. Retrouvez-moi également sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais vous emmener dans un tout autre univers, celui d'Olivia. À la semaine prochaine!